Bonjour à tous. Nous sommes maintenant au quatrième cours, à la quatrième partie de l'unité 1 qui portera sur les co-développements de la science et de la politique des débits environnementaux au cours des siècles derniers. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, nous pouvons retracer l'origine des débits environnementaux au début des années 50. Après 1950, le rythme de développement de la science et de la politique des débits environnementaux s'est rapidement accéléré. Dans ce cours, je ne mettrai en évidence que les développements liés aux approches basées sur l'écologie, dont vous vous souviendrez qu'elles trouvent leur origine dans le secteur de la pêche. Ce sont ces approches qui ont évolué vers les meilleures pratiques actuelles énumérées dans les débits environnementaux. Je voudrais encore vous rappeler qu'il y a beaucoup d'informations sur les diapositives. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour examiner les informations ou pour les réécouter. Les présentations PowerPoint sont aussi à votre disposition au niveau du e-campus. Dans le cours précédent sur l'histoire des e-flows, nous avons vu que les origines des approches fondées sur l'écologie étaient liées à l'exploitation des barrages et que le rythme accéléré du développement des e-flows était également lié à une accélération du rythme de construction des barrages. Cette figure représente la capacité cumulée des réservoirs mesurée en kilomètres cubes entre les années 1900 et 2010. Le graphique montre une croissance explosive du taux d'augmentation de capacité des réservoirs après 1950. Les années de grandes conférences internationales marquant lorsque les concepts de protection de l'environnement, le développement intégré et la durabilité ont commencé à se répandre largement dans le monde. Cette période de sensibilisation mondiale entre les années 1970 et 2000 est également une période de propagation rapide des débits environnementaux basés sur l'écologie. Cependant, le rythme accéléré de la construction des barrages n'était pas uniforme dans le monde et se concentrait en Amérique du Nord et en Europe, au Brésil et dans la côte sud de l'Amérique du Sud, en Afrique australe et occidentale, en Inde, en Chine et en Australie. Je vous encourage à regarder la vidéo Les barrages du monde depuis 1800 pour voir une animation de quand et où les barrages sont apparus. Dans cette figure, les barrages en rouge sont ceux construits dans les années indiquées, tandis que les barrages en bleu ont été construits plus tôt. Je n'ose pas dire que je suis conscient de toutes les voies de développement des e-flows à travers le monde. Il ne fait aucun doute que de nombreux exemples de progrès des innovations existent. Mais parmi les pays où la construction de barrages a progressé plus rapidement, les États-Unis, l'Australie et l'Afrique du Sud ont produit les innovations les plus largement reconnues et adoptées en matière d'approche de débits environnementaux. Dans les années 1990, il existait également une communauté internationale active de scientifiques et de praticiens des débits environnementaux, de sorte que les lignes de développement des débits environnementaux ont commencé à s'entremêler et le progrès des flots depuis lors a été très collaboratif. À partir des États-Unis, à la suite de l'évaluation des débits de 1947 à 1949 sur le fleuve Colorado, les biologistes de l'US Fish and Wildlife Service ont commencé à étudier de manière systématique les relations entre les niveaux de débit et les conditions écologiques des rivières et des ruisseaux. De la fin des années 1950 au milieu des années 1970, des centaines de systèmes ont été étudiés allant des ruisseaux de campagne aux grandes rivières à faible gradient. Les sections transversales de la rivière ont été mesurées et la largeur, la profondeur
et la vitesse ont été déterminés pour différents niveaux de débit. Ces variables ont été comparées aux besoins connus pour les ressources aquatiques et des relations ont été établies pour la quantité et la qualité de l'habitat par rapport au niveau de débit. En comparant les résultats de nombreuses rivières, les biologistes ont noté une cohérence dans les relations qu'ils ont traduit en indices basés sur le pourcentage de débit moyen. Nous examinerons cette approche plus en détail plus tard au cours de cette conférence. Je voudrais juste souligner ici que cette étude a été la première à synthétiser les résultats de nombreuses évaluations systématiques en un simple index pour déterminer les débits d'eau dans les rivières et les ruisseaux qui devraient être garantis au profit des poissons, de la faune, des loisirs et les ressources environnementales associées. Comme nous l'avons appris, remontant au rapport de 1914 de Shelby et l'expérience en aval du barrage de Granny sur le fleuve Colorado, les biologistes des pêches étaient habitués à ce que les opérateurs de barrage ignorent leurs recommandations. Cette méthode fournit donc également des conseils spécifiques pour promouvoir vos recommandations au grand public, aux administrateurs d'agences de construction gérant des projets d'aménagement d'eau et aux juges statuant sur les lois sur l'eau. Les conseils prennent la prise de photographie pour démontrer les changements dans l'habitat par rapport au débit de la rivière et le maintien des recommandations dans une fourchette réaliste, compatible avec la coexistence des projets de pêche et d'eau. Au début des années 70, un changement majeur de pouvoir des promoteurs vers les défenseurs de l'environnement s'est produit lorsque le Congrès américain a adopté Endangered Species Act. Cette loi protège les espèces en danger ou menacées, ainsi que les systèmes dont elles dépendent. Plus de 2000 espèces sont répertoriées pour la protection, dont plus de 150 espèces de poissons. Une fois inscrites sur la liste, la protection de ces espèces est la plus haute priorité et les grands projets hydrauliques pourraient être bloqués, voire interrompus à mi-développement. Le pouvoir de la loi est illustré dans le cas de 1914 de la Tennessee Valley Authority contre Hill, comme le montre la diapositive. Il est temps de mettre la vidéo en pause pour bien lire ce qui est écrit sur la diapositive. Une autre loi influente promulguée à cette époque aux États-Unis était la Clean Water Act, qui se concentrait particulièrement ou principalement sur la prévention de la pollution. Toutefois, les autorités de l'État ont également pu l'utiliser pour appliquer des exigences minimales de débit au-delà des débits de conception pris en compte dans les mesures de prévention de la pollution. Cela est confirmé dans une autre décision de la Cour suprême des États-Unis, comme le montre la diapositive. Comme l'illustre ces cas, la promulgation de ces lois et le nouveau pouvoir qu'elles ont donné aux intérêts de la conservation ont entraîné un grand nombre de contestations judiciaires et de procès. Cet examen minutieux a forcé les scientifiques et les défenseurs des débits environnementaux à améliorer encore plus leur jeu et leur méthode de détermination des débits environnementaux. Afin de défendre les recommandations en matière de débit, comme contre les interrogations des avocats grassement payés et leurs experts, les scientifiques des débits environnementaux ont considérablement renforcé la rigueur analytique de leur évaluation, travaillant à définir plus précisément les préférences en matière d'habitat des espèces menacées et en danger, et développant des modèles de plus en plus sophistiqués pour cartographier les habitats appropriés
dans les systèmes de cours d'eau et de rivières en fonction du débit. La science et la modélisation se sont améliorées, mais l'accent a été mis sur les besoins des espèces individuelles plutôt que sur les écosystèmes des cours d'eau et des rivières en général. C'est pour nous un bon exemple du lien étroit et inévitable entre les IFLO et le système juridique et de gestion dans lequel ils sont appliqués. Beaucoup ont critiqué cette approche des IFLO, axée sur les espèces, mais les motivations de cette approche sont compréhensibles et les développements ultérieurs ont inclus des outils pour élargir la pertinence des recommandations en matière de débit. Il convient de noter ici que cette approche très rigoureuse, axée sur la modélisation de l'adéquation des habitats, est également l'approche écologique dominante adoptée et appliquée en Europe, avec un certain nombre de personnalisations pour les milieux européens. Afin de faciliter l'intégration des débits environnementaux dans la gestion des ressources en eau au sens large, les scientifiques américains spécialisés dans les IFLO ont mis au point la méthode d'augmentation des débits environnementaux, qui est un système d'aide à la décision permettant aux gestionnaires de ressources d'analyser plusieurs alternatives de débit en les évaluant en termes d'efficacité pour atteindre des objectifs multiples, de faisabilité physique, de risques pour les systèmes biologiques et de coûts et avantages économiques. Notez l'effort que les scientifiques spécialistes des IFLO mettent à conduire des ponts entre leur science et la mise en œuvre. C'était déjà une priorité il y a 35 ans. C'est toujours une priorité aujourd'hui d'établir ces ponts. Revenons à l'intrigue que j'ai mentionnée sur la diapositive numéro 2 quant au stockage cumulatif croissant de l'eau dans les réservoirs au cours des siècles derniers. Rappelez-vous que j'ai remarqué les années d'événements internationaux clés qui ont lancé un mouvement mondial pour accroître la protection de l'environnement et poursuivre des approches qui intègrent beaucoup plus la gestion des ressources naturelles. Pour l'eau, ce changement global a été catalysé par la conférence des Nations Unies sur l'eau en 1977 à Mar del Plata, en Argentine. Dans la diapositive, j'ai mis en évidence quelques-unes des recommandations issues de la conférence, notamment la nécessité d'études d'impact sur l'environnement et la prise en compte de la pêche et de la protection de la faune dans la planification et la construction des projets d'eau. Ces points et d'autres ont été développés plus en détail lors du sommet de la Terre en 1992, qui a suivi et continue d'évoluer dans le cadre actuel de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable associés. Ces processus des Nations Unies ont une influence sur la situation de la réforme des lois sur l'eau dans le monde entier et sur l'incorporation de concepts et de pratiques de débits environnementaux pour atteindre des objectifs environnementaux. Des études sur les débits environnementaux étaient en cours en Australie au milieu des années 80 et ont évolué selon une trajectoire unique, étroitement liée aux actions juridiques australiennes et aux réponses de la direction pour y faire face. Reconnaissant la dégradation alarmante des ressources naturelles en 1994, le Conseil des gouvernements australiens a appelé à une action pour réformer les mesures existantes. En 1997, la commission du bassin Murray-Darling a réagi en imposant un plafond de déviation d'eau. L'action s'est accompagnée de plans de valorisation de l'eau pour l'environnement et de valorisation de cette eau pour restaurer les écosystèmes prioritaires du bassin. L'autorité du bassin Murray-Darling a aujourd'hui une vision
du bassin de travail sain, où les besoins en eau des communautés, des industries et de l'environnement sont équilibrés. L'approche prévue pour atteindre cet équilibre consiste à fixer des limites moyennes de dérivation durable à long terme qui devraient entrer en vigueur à partir de 2019. Les limites de dérivation sont déterminées sur la base d'une évaluation du niveau de prélèvement écologiquement durable. L'approche d'évaluation des débits environnementaux développée pour soutenir la détermination du niveau de prélèvement écologiquement durable est structurée pour éclairer la gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin en fixant et en surveillant les objectifs écologiques liés au débit sur les 122 sites d'indices à travers le bassin. Les cibles sont basées sur la connaissance des relations débit-écologie et comprennent des améliorations dans la fourniture de composantes écologiquement significatives du régime d'écoulement, établissant une connectivité hydrologique entre les rivières et les plaines inondables, entraînant l'achèvement des fonctions écologiques clés telles que le fret et améliorant généralement l'état de l'eau l'état de l'eau et des écosystèmes dépendants. Comme l'illustre la diapositive, les composantes écologiquement importantes du régime d'écoulement comprennent les périodes sèches sans écoulement, base flow, frais, les flux bancaires pleins et les débordements. Tous ces éléments doivent être fournis à des profondeurs et des durées prescrites au cours des saisons appropriées. Nous accorderons plus d'attention à cette approche et aux leçons apprises lorsque nous entrerons dans les unités de mise en œuvre du cours, c'est-à-dire les unités à venir. Pour le moment, notez les aspects uniques de cette approche par rapport à ceux développés aux États-Unis, en mettant l'accent sur la détermination à l'échelle du bassin et la préservation des éléments clés du régime d'écoulement. Regardez également la vidéo décrivant les priorités environnementales en matière d'arrosage pour le bassin Murray-Darling pour la période 2016-2017. Le lien se trouve sur la diapositive et dans les sections des ressources vidéo de l'unité disponible sur le e-campus. J'ai souligné dans le cours d'ouverture la nouveauté de la loi sud-africaine sur l'eau de 1998 et j'aimerais maintenant mettre en évidence la nouveauté de l'approche adoptée par la communauté scientifique sud-africaine pour y répondre. Contrairement à la situation aux États-Unis et même en Australie, où l'on disposait d'une abondance de recherches et de données antérieures pour élaborer des méthodes d'écoulement, en Afrique du Sud, les scientifiques ont dû mettre au point des approches d'écoulement qui s'appuyaient sur peu de données disponibles. En outre, les scientifiques, tout comme la loi elle-même, devraient reconnaître que de nombreuses personnes continuent à dépendre directement des rivières pour l'eau et les ressources connexes que ces rivières fournissent. La communauté scientifique sud-africaine a donc développé une approche qui a concentré ses efforts et ses ressources sur l'évaluation des éléments constitutifs essentiels d'un régime d'écoulement qui répondrait aux objectifs juridiques de la réserve. Cette approche est antérieure à celle utilisée dans le bassin Murray-Darling, mais elle est conceptuellement similaire en ce qu'elle se concentre sur la protection des éléments clés du régime d'écoulement. Cependant, compte tenu des limites en données, le cadre permettait de combiner les opinions d'experts avec les données concrètes pour formuler des recommandations cohérentes et justifiées pour que le flux, c'est-à-dire le débit, réponde aux objectifs de gestion environnementale établis. Cette approche par bloc de construction, appelée Building Block Methodology, est également conceptuellement similaire à l'approche
débit fonctionnel qui est apparu récemment aux États-Unis. Plus tard, dans le cours, nous examinerons attentivement les méthodes développées ainsi que les leçons tirées des tentatives de mise en œuvre des recommandations en matière de... Il existe de nombreux autres exemples dans le monde entier et même dans ces 3 pays. Mais je pense que le message à apporter, c'est-à-dire le message à retenir, est suffisamment couvert. Ce message s'élabore en 2 points. 1. L'évolution des approches en matière d'IFLO au fil des ans est le produit de co-développement de connaissances et d'outils scientifiques en expansion avec l'évolution des systèmes juridiques et de gestion. 2. Les développements ont varié en fonction des circonstances particulières des différents pays, ainsi que des différentes approches conceptuelles. Dans le prochain cours, nous explorerons plus en détail les approches conceptuelles fondamentales des débits environnementaux. Merci.